Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie d'être tous là et je remercie également du coup, la CHAG et l'UTL de me permettre de faire cette première conférence. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai eu mon master à la suite de la soutenance que j'ai effectuée en juin dernier. Et donc, sur le mémoire que j'ai intitulé « L'histoire de mes aïeux que je n'ai pas connus, Gaston-Paul Brun et Marceau-Eugène Chattard, deux Giennois pris dans la tourmente de la Grande Guerre ». Si ça fonctionne, parfait. C'est bien pour vous parler de mon travail et de ces 900 pages, comme vous pouvez le voir sur le bureau, que je me tiens devant vous aujourd'hui. Donc ne tardons pas et commençons parce qu'il y aura plein de choses à dire. Donc passionné par la généalogie et la Première Guerre mondiale, que j'ai redécouverte étant plus jeune via les carnets de guerre de Eugène Naquin, cultivateur de Saint-Brisson-sur-Loire, j'ai toujours voulu connaître le destin de mes aïeux, d'autant plus que pour débuter les recherches, beaucoup de documentation sont aujourd'hui en ligne, grâce au centenaire et à la grande collecte 14-18 qui l'accompagne, donc rendant visible notamment les journaux des marches et opérations des corps de troupes, ou plus communément appelés GMO, ensuite les historiques régimentaires, les carnets de guerre de soldats que j'ai largement mobilisés durant mon mémoire, comme vous le verrez, puisque j'en cite un certain nombre, pour rendre l'histoire assez vivante. Et surtout les matricules militaires de nos aïeux, un véritable feuillet d'identité du conscrit, également disponible en ligne. Mais j'ai pu, autre spécificité de mon mémoire, j'ai pu avoir accès à un certain nombre de documents familiaux, notamment en fouillant la demeure de Marceau-Chattard, toujours en possession de ma famille, dans lequel j'ai pu trouver de nombreux trésors, malgré la poussière et la pagaille, comme vous pouvez voir sur deux des photos du diapo, sur ces clichés. Donc un certain nombre de documents que je vais d'ailleurs présenter pour cette intervention. Donc pour mon mémoire d'histoire, j'ai donc choisi, dans une logique micro-historique, de retracer le parcours de deux oubliés de l'histoire, Gaston Brun, ayant vécu à Saint-Florent comme moi, et le Giennois Marceau-Chattard. Mon objectif a toujours été de redonner vie le plus précisément possible au destin de mes deux aïeux et plus largement de leurs familles respectives, en leur offrant une seconde chance d'entrer dans la mémoire de leur siècle, si je reprends les propos d'Alain Corbin, autrement dit, au début du XXe siècle et surtout au tournant du moment 14-18. Aujourd'hui, un petit point historiographique, puisque j'ai quand même des racines d'historien, aujourd'hui, l'historiographie de la Grande Guerre a rompu avec la question des responsabilités ou encore avec l'étude des opérations militaires, pour replacer l'homme au centre de cette histoire, selon Sylvain Vénère. Donc, héritier de la microstoria de Carlo Gainsbourg, du travail sur un inconnu de Corbin, et plus précisément d'Erwan Le Gall pour ma période, donc vous avez le livre sur le diapo, mais aussi de l'histoire du quotidien allemande, j'ai souhaité réaliser une étude familiale et généalogique en y adaptant la rigueur de la discipline historique, c'est-à-dire en évitant autant que possible, bien sûr, la subjectivité et les biais de l'empathie, menant à l'apologie ou à la martyrologie selon les propos d'Ivan Jablonka. Même si je me rappelle quand même, la distance est quasi totale avec mes deux aïeux, puisque leur vie s'achève longtemps avant que la mienne ne commence. En cela, l'étude du vécu de mes deux arrière-arrière-grands-pères permet d'effectuer une autre histoire de la Grande Guerre, à la fois plus personnelle, plus sensible, et peut-être plus évocatrice, puisqu'elle se veut représentative d'une génération de jeunes Français. Au départ, de simples petits cultivateurs ou manœuvriers génois, mes deux aïeux sont uniques en tant qu'individus, et sont intéressants pour ce qu'ils représentent, autrement dit un train de vie plutôt banal, sous la Troisième République, brutalement interrompu par la mobilisation. Donc de ce fait, ils font donc partie des 1 400 000 hommes mobilisés entre août 14 et janvier 1919. Ce sont donc deux représentants emblématiques d'une génération engagée dans une guerre, ayant profondément changé le destin de l'Europe et de sa population, et irrémédiablement marquée tant au niveau physique que psychologique. Donc les Bruns et les Chattards sont de ces vies minuscules qui participent elles aussi de la grande histoire, dont elles livrent une version différente et complexe, pourvu qu'elle soit insignifiante, selon les propos de Jacques Rével et de Michel Perrault. Cette histoire au ras du sol renouvelle à son niveau l'approche historique et tente de comprendre la Grande Guerre et le début du XXe siècle dans leur globalité, en réalisant une histoire totale vue et vécue par les individus ordinaires. Finalement, dresser leur portrait, et là je reprends les mots d'Erwan Le Gall justement, c'est dresser celui d'une jeunesse qui, à la suite d'un attentat commis à Sarajevo, s'embrasse sur le champ de bataille et n'en finit plus de hanter les esprits. Donc, durant cette conférence, dans une première partie, nous nous intéresserons à la vie de mes deux aïeux rythmée par la Troisième République et ses rites de passage, donc avant 1914.
Dans une seconde partie, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la Grande Guerre et à l'expérience du feu, donc, notamment en se centrant sur l'exemple de Gaston Brun, donc, qui est fantassin du 89e régiment d'infanterie. On y reviendra. Et enfin, dans une troisième partie, on évoquera le retour plus ou moins difficile des poilus dans leur foyer. Ok. Voilà, donc en premier, 2 enfants du Génois, une vie rythmée par la Troisième République et ses rites de passage. Première sous-partie, on va parler des enfants sous la Troisième République et notamment de l'école républicaine, premier rite de passage. Donc Gaston et Marceau naissent respectivement en 1892 et 1897 dans des familles nombreuses de 11 et 10 enfants. Donc, comme vous pouvez le voir sur le tableau recensant les frères et sœurs à droite de Marceau-Chattard. La vie en Sologne de la famille Brun, plus précisément à Saint-Florent, reste rustique et difficile en cette fin de 19e, malgré les améliorations notables réalisées sous Napoléon III. Quant à Marceau, dernier enfant d'Apolline et d'Auguste Chattard, dont vous avez les 2 portraits sur le diapo, celui-ci a grandi au nord de Gien, dans la ferme familiale de Mingotti. Comme tous les enfants de leur âge, Gaston et Marceau vont à l'école primaire, qui constitue un véritable rite de passage obligatoire pour l'ensemble des jeunes gens vivant sous la Troisième République, qui est en fait le point de départ de leur formation de citoyen idéal, selon Maurice Agulon. Mes 2 aïeux appartiennent aux classes d'âge bénéficiant des lois Ferry de 1882, rendant l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans. Dans mon mémoire, en raison des sources à ma disposition, je me suis essentiellement concentré sur la scolarité de Marceau-Chattard, donc le plus jeune de mes aïeux, à l'école de la Bosserie, nouvel établissement créé au début des années 1890, qui desservait les hameaux du nord de Gien, justement comme Mingotti ou la prise d'eau, que vous pouvez voir, même si je pense que c'est assez flou, sur la carte, qui est tirée du manuscrit de Jules Fauché, inspecteur d'éducation primaire à Gien, donc à la fin des années 1880. Donc cette nouvelle école évite aux petits écoliers de parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre dans les écoles du centre de Gien. Donc j'ai en effet retrouvé la trace de mon aïeul aux archives municipales de Gien dans les 33 extraits de registre d'absence tenus par ses professeurs entre 1906 et 1913, donc notamment monsieur et madame Bisson. Donc vous en avez un extrait ici, d'ailleurs, où l'on voit Marceau, à l'âge de 9 ans, qui comptabilise 12 demi-journées d'absence en mars 1907, manquant l'école à cause d'une épidémie de grippe, ce qui est peu, contrairement à son cousin Henri Chattard, qui, je cite, s'est absenté de l'école communale de Gien 24 fois durant le mois de juin 1885, sans justification admise. Rien d'étonnant à cela, car à l'époque, les enfants, même si certains pratiquent l'école buissonnière, sont souvent employés par leurs parents, et comme Marceau, qui sans doute s'occupe du mulet acheté par son père en 1905 pour les cultures et qu'il nomme Charlot. Peu importe finalement le lieu d'apprentissage, puisque les jeunes y apprennent à lire, à écrire le français et à compter, rompant ainsi avec leurs parents souvent illettrés. Les garçons y reçoivent tous la même éducation prodiguée par les hussards noirs de la République, qui font régner une discipline de fer dans leur classe, tout en dressant leurs élèves comme dans l'armée qu'ils ont pour devoir d'intégrer. Ils leur apprennent à penser français comme tout bon citoyen patriote, centrés notamment sur l'amour de la patrie et leur rôle futur dans l'armée nouvelle. L'école est vue par certains comme l'antichambre de la caserne, donc là je renvoie aux travaux de Alain Vergnoux ou de Jean-François Chanet. Les livres d'histoire, que ce soit les 26 petits lavis disponibles à l'école des garçons de Gien ou d'autres, sont clairs à ce sujet. Je cite, « La France est un grand pays qui a de braves soldats pour la défendre et des savants qui font du bien à tous les hommes. » Ou encore, peut-être la plus connue, « Petit enfant, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. » Donc il s'agit bien du roman national, réalisant une histoire épique centrée sur les grands personnages de l'histoire de France. Gaston et Marceau peuvent alors lire de façon anachronique que Vercingétorix est mort pour la patrie, face à César, ou encore que Saint-Louis fut très obéissant et travaillait très bien. Cette histoire au service de l'enseignement doit inculquer des valeurs morales et des modèles à suivre à ces jeunes écoliers, tout en glorifiant la République. Par exemple, j'ai retrouvé un précis de géographie de 1896 ayant appartenu à mon aïeul et avant lui son grand frère Robert. Donc vous en avez d'ailleurs un extrait sur le diapo à droite, qui est en tout point similaire en fait au petit lavis que j'ai évoqué,
plaçant la France et son empire au centre du monde. Dans un contexte de revanchisme et de tensions grandissantes avec l'Allemagne, donc Grenadou, qui est un paysan du Cher, dont j'ai utilisé d'ailleurs ses mémoires pour construire cette partie sur l'école de la République, se remémore alors son passé d'écolier. Il raconte « On était patriotes avec l'histoire de la revanche, tous debout on chantait, mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau ». En effet, le souvenir vivace de 1870 est au cœur du programme d'histoire et est bien connu de nos aïeux, devenant de véritables petits soldats de la République avant l'heure, destinés à retrouver les provinces perdues. Et même si, je le rappelle, l'historiographie contemporaine a démontré que l'idée de revanche n'était pas le seul déclencheur du conflit. Bien entendu, je me suis attardé sur l'histoire et la géographie, en lien avec ma formation peut-être, mais les jeunes citoyens de la République n'étudient pas uniquement ces deux matières, tandis que les filles reçoivent des cours de couture à la manière de Georgina Breton, la future épouse de Gaston. Les garçons, comme Marceau, reçoivent des cours d'agriculture et utilisent le jardin mis à la disposition des écoliers à la bosserie, donc pour faire des cours de physique-chimie ou alors des sciences naturelles en étudiant les plantes. Donc comme une préparation dans le futur métier de cultivateur. Toutes ces disciplines sont bien entendu évaluées lors du certificat d'études primaires, dernière étape et aboutissement pour une poignée d'écoliers sélectionnés. Donc créé en 1866, il doit marquer la fin des études primaires de manière tangible pour justifier aux yeux des familles l'effort que représente une scolarisation des enfants. Je n'ai trouvé aucune trace quelconque, malheureusement, de certificat du côté de Gaston ou de Marceau, contrairement à la future épouse de Gaston, Georgina Breton, dont vous avez l'exemple de son certificat sur le diaporama à gauche, donc qu'elle obtient, me semble-t-il, en 1909. Rien d'étonnant, car en fait, le taux d'obtention à la suite des 5 épreuves est assez faible et représente 35%, par exemple, pour les enfants de 11 à 14 ans, en 1907, selon Patrick Cabanel. Voilà. Donc ensuite, on va passer au dressage du conscrit à la Belle Époque, dans cette deuxième sous-partie. Donc si l'on souhaite s'intéresser au quotidien d'un Français au début du XXe siècle, il est indispensable d'évoquer son entrée dans l'armée d'active, faisant directement suite à sa scolarité républicaine, aussi bien devoir sacré du citoyen français que processus de construction de l'identité masculine, permettant le passage vers l'âge adulte. Le service militaire constitue le deuxième grand rite de passage républicain qui incombe à nos ancêtres. Je me suis donc intéressé au dressage, selon le terme de l'époque, vécu par mon aïeul Gaston Brun à la caserne Gémeaux du 89e régiment d'infanterie à Sens, qu'il rejoint le 10 octobre 1913. Donc vous avez l'entrée de la caserne sur la carte postale au milieu. Voici donc, je vais vous présenter quelques étapes de cette formation militaire qui est en tout point similaire à celle des Français de sa génération et que j'ai étudiée notamment via les travaux d'Odile Rouanette, spécialiste du sujet, avec son ouvrage « Bon pour le service ». Donc en premier, Gaston, comme les autres Français, passe devant le Conseil de révision, donc c'est un rituel bien ancré dans la vie de la République, avec la suppression du système du tirage au sort en 1905, tout homme âgé de 20 ans doit être recensé et passe devant ce conseil. Avec tous ses camarades saint-florentais de la classe 1912, c'est-à-dire les jeunes gens nés en 1892 comme lui, il est convoqué devant un jury, regroupement militaire et civil, et médecins, qui doivent le déclarer apte ou non au service. Donc le 11 mars 1913, à la mairie de Sully-sur-Loire, il subit donc une batterie de tests, aussi bien scolaires que physiologiques, mais surtout la fameuse épreuve physique, redoutée de tous, obligeant les conscrits à se présenter nus à la file indienne devant le jury. Au final, Gaston est déclaré bon pour le service, symbole de virilité qui revêt une grande importance pour son entourage, et de grandes fêtes populaires sont alors organisées en l'honneur des conscrits, où se mêlent défilés, fanfares, slogans patriotiques, avec par exemple « Honneur et patrie, vive la classe 1912 », scandé dans les rues, sans oublier quelques beuveries pour marquer le coup également. Le tout donnant lieu à des photographies, souvenirs, célébrant cette étape de la vie. Donc je vous en ai mis un exemple. Donc là, il s'agit de la classe 1914 à Gien, une photo issue de la collection André Chambaud. Donc je vous ai mis cet exemple-là parce que je n'ai pas d'exemple pour mes aïeux, malheureusement. Puis, une fois ce conseil de révision passé, il doit s'accommoder à la vie de caserne et à son instruction. Donc il est versé dans l'infanterie, comme la plupart de ses homologues en 1914. Il doit consacrer 36 mois depuis la loi de 3 ans à l'impôt du temps, à la caserne Gémeaux du 89e de Sens. Donc 89e, qui, je le rappelle, est un régiment local de la 5e région militaire. Donc, je vous ai mis un extrait de carte à droite.
Donc en fait, une région militaire, c'est une circonscription militaire qui regroupe plusieurs départements avec des villes-casernes où sont envoyés les jeunes gens de 20 ans, grosso modo. Donc pour lui, comme beaucoup de ruraux, c'est une première puisqu'il doit quitter son village natal. Il fait face à un mélange d'anxiété face au départ et d'admiration lorsqu'il découvre la vie urbaine de Sens. Une fois à la caserne, il touche ses effets militaires, comme son livret individuel, dont vous avez un extrait à gauche du diapo, donc qui est en fait ses papiers d'identité de conscrit. Et le fameux uniforme du piou-piou français de 1914, avec son pantalon rouge Garance. Et qu'il touche au magasin de la compagnie. Donc vous avez d'ailleurs des représentations photographiques ici, donc issues de la caserne de Sens, même si c'est un petit peu c'est antérieur au service militaire de mon aïeul. Les premières semaines sont les plus difficiles puisque Gaston apprend à se repérer dans cette ville miniature qu'est la caserne Gémeaux, tout en appréciant son confort relatif, qui est parce que beaucoup moins rustre que dans son pays Sologno. Ensuite, il rencontre ses nouveaux camarades de chambrée de la 6e compagnie, certains plus âgés qui vont former son caractère avec quelques brimades et à qui il paye la boisson pour son intégration comme un rite de passage, si vous voulez, un rite initiatique. Il s'agit de sa nouvelle famille où se constitue doucement l'esprit de corps, tant voulu par le commandement. Ensuite commence son instruction basique, théorique et pratique, nommée l'école du soldat. Donc d'abord les classes, il va apprendre à marcher au pas, à se tenir droit, à saluer, reconnaître ses officiers. Et sans oublier les corvées quotidiennes et rébarbatives, comme l'entretien de la chambrée et de son équipement, qui prend du temps. Donc, par ailleurs, l'éducation militaire et patriotique fait également partie intégrante de la formation du soldat. En écho des manuels scolaires, l'accent est donc mis sur l'honneur, la discipline ou encore le sentiment de devoir et d'obéissance. Et via l'étude de l'histoire du régiment et de sa généalogie, donc un régiment ici le 89e, créé en 1742, en tant que royal suédois, et il va étudier aussi ses nombreuses batailles et les faits d'armes glorieux, comme le symbolise cette carte postale qui montre le drapeau du régiment avec ses grandes victoires, et que Gaston ne manquera pas de connaître. Bien entendu, il y a aussi l'instruction au tir, la gymnastique virile et les grandes manœuvres de printemps, par exemple du 19 au 25 avril 1914 au camp de Maison Lafitte, vestige des armées napoléoniennes qui doivent former le fantassin à la vie en campagne. Dans les faits, il s'agit plutôt d'une guerre mimée, selon Galita Haddad, aussi appelée petite guerre fatigante par les soldats du 89e, puisque cela se résume souvent à des longues marches de 30 à 50 km par jour, sous un soleil de plomb. Après à peine un an de service militaire, Gaston Brun et ses camarades de la classe 1912 ne verront jamais la quille, donc cette libération qui est tant attendue, puisqu'ils sont entraînés dans un conflit qui va complètement bouleverser l'ordre européen. Donc dans cette deuxième partie, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de la Grande Guerre de mon aïeul Gaston Brun au sein de l'Infernal 89e. C'est un surnom qui est donné par les soldats au régiment. Donc en premier, la mobilisation et le baptême du feu, donc du 2 au 22 août 1914. Donc lorsque l'Allemagne déclare la guerre à la France le 2 août 1914, Gaston se trouve toujours à la caserne du 89e ERI, avec les conscrits de l'active et est bientôt rejoint par les réservistes de la 5e région militaire, comme évoqué précédemment. Même s'il règne un enthousiasme indescriptible à Sens, les hommes pour la plupart n'étaient pas gais, ils étaient résolus, selon l'historien Marc Bloch, et également ancien combattant. René Coulon, soldat de la 6e compagnie, comme mon aïeul, il décrit l'ambiance pesante, je cite « Nous sommes tous mobilisés, je crois que l'on va partir dans la direction de l'Est d'ici peu. L'on est sur le pied de guerre depuis ce matin et prêt à partir si la déclaration se faisait. Je serai forcé de suivre, pour moi j'attends la guerre, mais je suis décidé à tout. » En effet, l'heure du départ ne tarde pas. Gaston et les soldats du 89e d'infanterie quittent Sens le 6 août 1914 par train jusqu'à Saint-Miguel, et monte doucement vers le front sous une chaleur implacable. Donc vous pouvez le voir sur les cartes à gauche. J'ai retracé le parcours, même s'il est approximatif, de Gaston, qui permet de visualiser sa montée au front. Les bruits lointains, les premiers blessés et cadavres mettent progressivement fin à la guerre imaginée, et cela jusqu'à leur baptême du feu. Celui-ci a lieu près de Caunes, près de Longwy, cité en flammes, le 22 août 1914, terrible jour pour l'armée française, qui est toujours guidée par une doctrine de l'offensive à outrance dépassée. Le caporal Marcel Blanchet, situé non loin de Gaston, qui est du 89e, donc, témoigne de ce premier affrontement décisif, je cite,
Nous sommes dans un champ d'avoine non coupé. Les Allemands nous saluent d'une fusillade. Aussitôt, on se terre dans nos tranchées peu profondes. Les balles sifflent au-dessus de nos têtes pendant plus d'une heure, et bientôt, nous sommes pris en enfilade. Et il y a du dégât. Alors le capitaine a une idée géniale. Il nous fait mettre en colonne par 4 baïonnettes au canon. Les balles tombent drues, c'est l'artillerie qui nous décortique. Et prenons des obus sans rien voir. Il s'ensuit une légère panique. En effet, surprise, impréparation, brutalité et frayeur sont caractéristiques de ces affrontements féroces à la lisière de la forêt au nord-ouest de Connay-Romain, laissant au minimum 43 tués au sein du 89e d'infanterie. Donc deuxième sous-partie, donc des Ardennes françaises à la Méditerranée. Donc on va voir le parcours de Gaston durant cette retraite et jusqu'à sa blessure. Donc après la défaite de la 10e division à la frontière belge, la guerre de Gaston se transforme rapidement en une fuite désordonnée au sang des sauve-qui-peut, vers Longuyon, le 23 août, où les troupes défilent péniblement dans leurs uniformes déchirés. Le moral est en berne et beaucoup, comme le cultivateur Eugène Naquin, doutent de la victoire éclatante qu'on leur avait promis, affirmant même qu'ils auront bien du mal à aller à Berlin si ça continue comme ça. Bon, ils verront jamais Berlin. Cette retraite est entrecoupée d'assauts violents pour fixer un ennemi supérieur en nombre et en matériel. En voici un exemple. Donc là, on va se concentrer sur les combats de Noaire, bataille méconnue mais importante, des 24 et 25 août 1914. Donc le 24 août, Gaston et la 6e compagnie sont en première ligne, et à 6h10, l'ordre est donné d'attaquer le petit bourg de Noaire, depuis la ferme de la Haute-Val, au sud du bourg. Donc je vous ai mis une carte avec la position de la Haute-Val par rapport à Noaire, à droite du diapo. Mon aïeul, sur ordre du capitaine Guidon, approvisionne son fusil Lebel et se prépare à se lancer à l'assaut baïonnette au canon afin d'endiguer l'avancée allemande. Et même si nul n'est charmé par cet ordre, au son des clairons, des centaines d'hommes paniqués, harassés par les jours précédents et aveuglés par le soleil qui se lève, s'élancent depuis cette ferme dans les champs d'avoine et de blé non coupés. Donc une scène que l'on peut notamment largement s'imaginer avec le cliché à gauche du diapo, qui représente en fait le terrain à parcourir par Gaston. Donc vous avez au fond la ferme de la Haute-Val, et c'est un cliché qui est pris des positions allemandes. Gaston et ses homologues ont donc plus de 800 mètres à parcourir à découvert, jusqu'à la colline au sud de Noaire, occupée par les Allemands, comme je viens de le dire, et qui les attendent de pied ferme. Eugène Naquin, à quelques centaines de mètres, nous décrit les combats vécus par Gaston. Donc je cite, « Les balles sifflent dru et les shrapnels éclatent au-dessus de nos têtes. C'est continuellement un fracas de tonnerre. Je vois des camarades s'écrouler à droite et à gauche. Le drapeau est déployé auprès d'un clairon, debout, qui sonne la charge à plein poumon. Puis ça bat. Les rangs se dégarnissent. Nul ne fait attention à son voisin. Nous sommes gênés par les cartouchières alourdies par le sac. Je songe à mes parents que je ne reverrai plus, car je sens que je vais crever dans ce maudit sillon. » Finalement, à 9h15, ce 24 août 1914, la crête est prise. Mais les mitrailleuses allemandes solidement installées dans le village massacrent le bataillon de Gaston, obligé de se replier. Mon aïeul fait donc partie des 10% de miraculés, puisque sur les 3 compagnies engagées dans le combat, il ne reste qu'environ 80 hommes valides. Donc des combats de fixation comme celui-ci, il y en aura plusieurs. J'aurais pu évoquer aussi les combats de fossé, les 30 et 31 août 1914, et notamment les combats à la baïonnette féroce et nocturne du 31 août. Mais finalement, cette fin de mois d'août 1914, le régiment de mon aïeul compte au minima 247 tués en moins de 10 jours de combat. Et après avoir repris... et puis perdu le village de Cierges les 2 et 3 septembre 1914, Gaston et le 89e d'infanterie, malgré les fausses rumeurs, se replient finalement jusqu'à la Marne et Bar-le-Duc. Mon aïeul y est blessé le 6 septembre 1914 par un éclat d'obus au côté droit, comme nous le transmet son billet d'hôpital que vous voyez sur le projecteur, qui était contenu dans son livret individuel, près de Noyers. Durant un intense bombardement en ce premier jour de bataille de la Marne, mais cela n'a rien d'étonnant puisque 75% des blessés de la Grande Guerre présentent des plaies dues à l'artillerie. Évacué avec les moyens du bord puis subissant un système de santé surchargé, il vit un calvaire, patientant 5 jours dans un wagon à bestiaux, qui le mène jusqu'à la Côte d'Azur. Ainsi, le 12 septembre, il atteint enfin Nice, où il est pris en charge par les médecins de l'hôpital complémentaire du Winter Palace. Donc, d'ailleurs, c'est le jour d'inauguration de l'hôpital. Donc, il fait partie des premiers à entrer dans le palace. Donc, c'est un hôtel de luxe qui est converti en centre de soins d'urgence. Une fois remis sur pied, Gaston profite des bienfaits de la Méditerranée et de la ville de Nice.
Donc c'est la première fois qu'il voyait la mer, nous dit son petit-fils Daniel Derouet, que j'ai largement interrogé durant mon enquête. Il raconte d'ailleurs: avec les copains, on était bien là-haut, on couchait dans des draps propres, et il y a ces dames qui venaient nous apporter des chocolats, des gâteaux et même des cigarettes. Il n'y a que la boisson, ça peinait un peu, mais enfin quand on a pu sortir, on allait boire sur le boulevard quelques canons. Voilà. Après son départ de Nice, les 20 et 24 octobre 1914, il bénéficie d'une permission de convalescence pour retourner voir ses proches saint-florentais, qui sont tous ravis de le revoir sain et sauf, Mais les retrouvailles sont de courte durée, puisqu'à la mi-décembre, il retourne au dépôt du 89e d'infanterie pour recevoir une nouvelle instruction parmi les petits gars des classes 14 et 15, en attendant le départ vers le front, qui ne tarde pas, puisqu'il est renvoyé le 18 janvier 1915 au sein de la 9e compagnie, bien éprouvé par une violente attaque allemande en Argonne. Il constate alors que la guerre a changé de visage. Depuis son départ, les hommes se sont enterrés pour survivre, le paysage commence à être ravagé par la guerre industrielle, lui-même doit apprendre à s'adapter à un système de tranchées de plus en plus élaboré, selon les propos de François Cochet. Il débarque donc dans la boue hivernale au sud de la butte de Vauquois, un observatoire et verrou stratégique de 290 mètres, comme vous pouvez l'imaginer en voyant la photo, de hauteur, qui permet un contrôle sur les voies de communication menant à Verdun et qui est donc âprement disputé par les deux belligérants depuis l'automne 1914. Donc troisième sous-partie, survivre à l'enfer des tranchées. Donc en premier, subir et combattre un ennemi. Donc Gaston subit les chocs sur le plateau et doit faire face au sacrifice de l'infanterie, comme tous les jeunes gens de sa génération. Après une période relativement calme en ce début d'année 15, où Gaston subit surtout un froid glacial, avec des températures qui atteignent moins 10 degrés parfois. Son quotidien est bientôt marqué par des attaques locales successives, selon le grignotage de Joffre, qui ont lieu toutes les 2 semaines lorsqu'il est à Vauquois, donc véritable conservatoire de la souffrance, comme il est appelé, sur lequel j'aurai maintes fois l'occasion de revenir, puisque mon aïeul y est en poste jusqu'au 29 juillet 1916. Donc voici un exemple d'attaque locale. Donc, il s'agit des combats des 28 février et 2 mars 1915, donc, où l'ordre est donné aux fantassins français d'enlever la butte aux Allemands, solidement retranchés depuis septembre 1914. Et après s'être installé dans les boyaux de première ligne sous la neige, Gaston s'attaque à ce que l'on appelle le V de Vauquois. Donc, c'est une tranchée allemande à l'ouest, formant un V. Donc, on peut voir sur les deux cartes. Donc, la première, une carte un peu plus stratégique où on voit les mouvements de troupes et les assauts français, donc à gauche. Et la seconde, une carte de type topographique où on va voir ce qui est intéressant surtout, c'est les défenses allemandes, donc notamment les réseaux de barbelés en rouge et les points fortifiés. Voilà. Donc il s'attaque avec la 9e compagnie. Donc après une préparation d'artillerie insignifiante, tous s'élancent face à la mitraille vers 13h15. Ils doivent parcourir 50 mètres en rang serré, mais débouchent sur les réseaux de barbelés allemands encore intacts et l'ouvrage fortifié du V qui les massacre. Finalement, une quarantaine de Français seulement, dont mon aïeul, arrivent difficilement à atteindre les premières lignes allemandes, mais après de rudes combats qui réduisent encore les effectifs, leur officier commandant est tué. Par peur d'une contre-attaque ennemie que la 9e compagnie ne pourrait repousser, Gaston et les Français survivants se replient malgré les tirs alliés, qui leur causent encore de pertes. Durant cet assaut, 4 fois la butte est gravie, 4 fois il faut la redescendre sous les coups de l'ennemi. Et le lieutenant-colonel Levanier, commandant l'unité de mon aïeul, évalue même les pertes de l'après-midi à 1400 hommes, c'est-à-dire 50% des effectifs engagés. Le 1er mars 1915, les survivants de la 9e compagnie comme Gaston renouvellent leur attaque au centre du village, et notamment vers l'église. Donc vous en avez une carte postale ici. Bon, déjà à cette date, il n'en reste plus grand-chose. Donc les soldats parviennent à s'emparer des premières tranchées allemandes. Mais mon aïeul connaît donc les combats brutaux de boyau en boyau dans toute son horreur et les féroces corps à corps nocturnes, notamment de la nuit du 1er mars, où attaques et contre-attaques se succèdent. Suite à un sacrifice d'hommes inimaginable, les poilus s'installent enfin sur la pente sud de la butte, mais la lutte se poursuit. Et finalement, après les derniers sursauts de l'infanterie, les 5 et 6 avril 1915, où les premières lignes du 89 sont massacrées sur place à peine sorties de leurs tranchées, l'autorité militaire se rend compte que ces attaques locales sont inutiles et coûteuses. Face à cela, de nouveaux procédés meurtriers font leur apparition pour espérer obtenir la percée tant attendue. Donc, durant la guerre de siège, Gaston est confronté à ce que Michel Goya appelle le cycle des innovations, mélange de débrouille et d'expérience du côté français, et est donc exposé à des armes de plus en plus mortelles,
qui accentue cette violence de masse impersonnelle, selon les propos de John Horne. Outre les grenades et les mitrailleuses qui lacèrent les corps des poilus, Gaston est aussi confronté au Flammenwerfer allemand, c'est-à-dire au lance-flammes, qui est testé à Vauquois dans la nuit du 22-23 mars 1915, alors qu'il est en première ligne près des ruines de la fameuse église. Donc on peut le voir d'ailleurs, enfin vous peut-être pas, mais c'est sur le carnet de guerre de Maurice Brun, lui représente et griffonne justement les positions françaises cette nuit du 22-23 mars 1915. Donc Maurice Brun, qui est un brancardier du 89e et qui a écrit plus de 20 carnets, et ça représente 835 pages, et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec mon aïeul, même s'il porte le même nom. Donc vers minuit, Gaston pourrait témoigner ainsi, je cite, « Alors que je suis assoupi au créneau, je croyais être le jouet d'un rêve lorsque le feu m'entoure. J'entends des coups de sifflet, je réveille mes camarades à coups de pied. Les Allemands nous inondent de pétrole et de goudron enflammé, brûlant beaucoup des nôtres. Ce fut une panique dans les tranchées étroites où nous y étions. Tout le monde voulut se sauver en même temps et beaucoup furent piétinés et mutilés. » Finalement, les poilus évacuent les tranchées au sud de l'église, mais cette attaque allemande n'aura aucun résultat puisque le lendemain, après avoir été rabroués par leurs officiers, les hommes reprennent les tranchées. Donc ça n'a eu aucun effet. Pire encore, il y a surtout les mines qui ont marqué l'expérience combattante de Gaston. En effet, un véritable jeu de dupes entre sapeurs français et pionniers allemands s'opère dans les entrailles de la butte de Vauquois au lieu de la guerre des mines. Conscients de ne pas pouvoir passer en surface, les belligérants creusent des galeries toujours plus profondes sous les tranchées ennemies avec des charges toujours plus importantes. Les explosions sont quotidiennes à partir de mai 1915 et atteignent un paroxysme d'atrocité avec la mine allemande du 14 mai 1916 de 60 tonnes d'explosifs, ça sera la plus grosse de la butte, creusant un entonnoir de 30 mètres de diamètre et enterrant 108 soldats français du 46e. Donc le 46e qui est un régiment frère du 89e et dans lequel on trouve le célèbre André Pézard qui a écrit son ouvrage « Nous autres à Vauquois ». Il dira d'ailleurs ce jour « L'enfer vole et s'abat sur Vauquois ». Donc, et on peut le comprendre lorsqu'on voit notamment la photo avec la butte de terre qui s'élève, donc une photo prise du côté allemand, ce 14 mai 1916. Oui, alors les poilus comme mon aïeul vivent dans une psychose constante d'être ensevelis vivants. François Crochet, du 46e justement, témoigne de cette peur en février 1916 en disant à sa mère lorsqu'il est en permission « Tu sais, s'ils ne nous déplacent pas, tu ne me reverras pas. Nous entendons les boches creuser sous nous et ils vont nous faire sauter. » Et il sera finalement tué par la mine du 3 mars 1916, en revenant de permission justement. Jusqu'en 1918, 519 explosions sont recensées sur cette butte. Et justement, cette butte, que l'on appelle la butte du sacrifice ou la butte meurtrie, porte encore les stigmates de la guerre des mines, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur ces photographies aériennes. De même, il y a les duels d'artillerie de calibre toujours plus imposant et qui sont incessants. Gaston en raconte lui-même le 15 mars 1916. « Je suis toujours aux tranchées, voilà 47 jours sans revenir au repos, toujours en ligne. Les Boches nous bombardent tous les jours avec des canons de gros calibre, des 210 et des 300 mm, laissant ainsi un paysage dévasté et lunaire nivelé par les projectiles. » Avec la guerre de position s'invente aussi l'artillerie de tranchée tir courbe, et les soldats comme Gaston font face aux terribles Minenwerfer allemands. Vous en avez par exemple un exemple à droite du diapo, issu du musée de Vauquois, et face auxquels ils sont bien souvent démunis dans un premier temps. René Coulon, soldat du 89e, raconte d'ailleurs le 20 mars 15 « Les Boches ont un nouvel engin terrible, c'est effrayant car presque à chaque coup nous avons des morts. C'est pour vous dire qu'il ne manquait plus que ce truc-là. » Enfin, il ne faut pas non plus oublier la course aux armes chimiques qui règne durant la Grande Guerre et joue également sur la psychologie des soldats, selon Olivier Lepic, qui est le spécialiste du sujet. Gaston découvre alors les gaz suffocants en Argonne sur la Haute-Chevauchée, le 13 juillet 1915, alors que le 89e d'infanterie est appelé en urgence à 4 h du matin, car les Allemands ont percé les lignes françaises. En quittant brusquement Jules Végour pour reprendre la côte 285, appelée aussi Fille morte, aux Allemands, mon aïeul et ses hommes, qui est caporal désormais depuis le 20 juin 1915, sont contraints de revêtir leurs lunettes de carnaval, comme est surnommé le masque précaire donné aux soldats français, pour faire face à des nappes de gaz lacrymogènes. Donc vous avez une représentation cartographique du parcours effectué par mon aïeul, et on voit bien qu'il subit les gaz en dessous, au sud de la Fille morte, et les fameuses lunettes de carnaval, donc je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez pourquoi. Voilà.
Donc, la guerre des gaz est restée dans la mémoire des soldats comme une de leurs expériences les plus épouvantables. Et pourtant, cette arme ne fut pas la plus mortelle, représentant 0,5% des morts sur le front occidental. Quant à l'hypérite, le plus célèbre des gaz du conflit et le plus terrible, Gaston y est alors confronté en novembre 1917, au sud de Juvincourt, sur le chemin des Dames. Donc justement, revenons sur les autres champs de bataille foulés par Gaston, après cette fameuse bite de Vauquois. Donc plus d'1 an et demi sur cette butte, mon aïeul et le 89e quittent définitivement l'Argonne pour participer à la dernière phase de la bataille de la Somme en septembre 1916, aux côtés des Tomises. Quittant la tranchée de Mossoul en retrait la nuit du 17 septembre, Gaston s'installe alors dans les tranchées de Bouchaven, véritable bourbier, au centre du village fraîchement conquis, en attendant l'attaque. Je n'ai pas passé le diapo, mais vous pouvez voir sur la carte en arrière-plan le trajet effectué par mon aïeul, et justement une représentation de ce fameux village de Bouchaven qui est complètement détruit début septembre par l'artillerie ennemie. À peine arrivé sans ravitaillement, il subit un intense bombardement de l'ennemi. Plus de 10 000 obus viennent balayer les restes du village, justement, ce bombardement se poursuit jusqu'à la date de l'offensive, amenuisant déjà les forces du régiment. Le 25 septembre 1916, Gaston, d'abord en réserve, part avec ses hommes à l'assaut de la tranchée Sanoc, donc qui se situe au nord-est du village de Bouchaven, comme vous le voyez sur la petite carte à droite, donc sous le barrage roulant, mais le but étant d'atteindre le bois Saint-Pierre-Vaste, qui est complètement ravagé. Mais l'offensive s'essouffle très vite et les hommes s'embourbent dans une guerre d'usure, sur un terrain saccagé qui n'est que trou d'obus, selon Maurice Brun, jusqu'au 30 octobre, sans obtenir un succès flagrant. Gaston fête donc ses 24 ans dans le sang et la boue visqueuse de la Somme, luttant pour chaque boyau et abri ennemi, et perdant de nombreux camarades, puisque durant cette période de 25 septembre à la fin octobre, plus d'1 millier d'hommes du 89e sont mis hors de combat. Donc ensuite, après la Somme, et après avoir été promu sergent le 5 décembre 1916 au camp de Mailly, et reçu sa première citation pour ancienneté, il est engagé dans la terrible offensive Nivelle du 16 avril 1917, qui, selon les propos du général ici même, doit mettre fin à la guerre, suscitant de grands espoirs malgré les objectifs démesurés. Car en effet, il fallait franchir le plateau de Craonne la première journée et atteindre le Laon le premier jour. Et en sachant qu'il n'y a aucun effet de surprise du côté allemand. Après avoir subi les bombardements au bois de Beaumarais, que vous avez au sud du plateau de Craonne, comme montré sur la carte, à 6 h le 16 avril, Gaston et ses hommes s'élancent sur la tranchée de la Plaine, entre les contreforts du plateau de Craonne et le bois des Buttes à l'est, soutenus par 48 chars du groupe Chaubès. Donc l'avancée est rude, malgré l'engagement des monstres d'acier aux allures de cercueils roulants, car beaucoup tombent en panne avant d'atteindre le front, ou sont alors pulvérisés par l'artillerie allemande. Notant qu'on fait faillite, affirme Maurice Brun. Les hommes sont pris à revers par les mitrailleuses allemandes du plateau de Craonne et sont même abattus par l'aviation ennemie, qui est maîtresse du ciel. Et au final, plus de 700 hommes sont mis hors de combat la première heure. Mais les premières lignes sont prises, comme en témoigne la seconde citation de mon aïeul, je cite, « Sous-officier grenadier d'un grand courage et d'une grande habileté, le 16 avril 17 s'était lancé à la tête de ses hommes à l'assaut des positions ennemies qu'il a atteintes l'un des premiers. » Donc une citation d'ailleurs que j'ai retrouvée dans l'Avenir républicain, qui est un journal local de Gien, en août 1917. Donc brutalité, violence, sauvagerie et cruauté s'invitent dans la bataille face à l'ennemi, qu'il faut déloger des défenses en profondeur pour poursuivre vers la tranchée de l'Enclume, qui est la deuxième ligne allemande, et dont les brèches sont inexistantes. Et même si le 89e avance beaucoup, contrairement à d'autres corps, les pertes s'accumulent et les assauts s'enlisent sur la route 44, reliant Berry-au-Bac à Corbeny et plus loin Laon. Donc sous un déluge de fer et de feu, jusqu'au 19 avril 1917, sans réelle victoire et jusqu'à la relève du régiment. Durant toutes les phases de la guerre évoquées plus haut, Gaston fait face à la souffrance et à la mort au quotidien, formant avec ses compagnons une communauté de deuil, selon Jay Winter. Je cite, « Ils vivent, respirent, puis mangent au milieu de la mort ». Donc, je pense que la photo centrale ici illustre bien ce propos, puisque les soldats déjeunent sur des cercueils. Donc Gaston fait face à une vie déplorable et inhumaine,
Ce quotidien sordide est alors aggravé par des conditions de vie exécrables, et tous sont confrontés à ce que John Horne appelle la vie ordinaire des tranchées, qui affecte le moral des hommes. En Argonne et à Vauquois, véritable musée des horreurs selon André Pézard, les soldats sont même appelés hommes des bois ou hôtes des forêts, et affirment eux-mêmes qu'ils n'ont plus rien de nature humaine, illustrant la précarité de leur existence. Donc je vais vous donner quelques exemples de témoignages qui illustrent ces conditions de vie difficiles. Donc Gaston Brun témoigne de la dureté de la vie et des conditions météo, le 1er février 1916 en ligne devant Boureuil, donc on est près de Vauquois toujours. Je cite « Je suis au tranché pour 40 jours, sous les balles et les obus, et toujours dans l'eau et dans la boue. C'est des pieds qu'on l'on souffre le plus, car on ne peut pas marcher. Je vous assure qu'on est heureux de voir le temps si joli. Je vois que le bon Dieu ne nous a pas oubliés. Je le prie tous les jours pour qu'il me fasse la grâce de revenir auprès de mes proches. » Maurice Brun, quant à lui, le 20 octobre 1915, parle de la vermine. Il raconte « Cette nuit-là, les rats, gros comme des chats, se sont livrés à une vaste sarabande effrénée. Ils ont renversé nos bouteilloirs, sont entrés dans nos musettes et ont mangé notre pain et du chocolat. Et le lendemain, il organisera même une vaste partie de chasse pour s'occuper de ces nuisibles. » René Coulon, lui, ne cesse de demander du linge de corps à ses parents, car il faut en changer souvent rapport aux poux qui nous mangent tous et qui sont gros comme des fourmis. Donc il est indéniable que Gaston subira les mêmes conditions de vie que ses camarades. De surcroît, les maladies ravagent les tranchées et tuent parfois plus que les Allemands. En effet, l'état-major fait vite face à une catastrophe sanitaire et met en place de grandes campagnes de vaccination, selon les travaux d'Anne Rasmussen. Mon aïeul Gaston n'échappe pas à cette règle et reçoit par exemple 3 injections les 2, 14 et 24 janvier 1916, lorsqu'il est en cotonnement, puis est revacciné en juillet 1918 contre la typhoïde. Donc, comme vous pouvez le voir sur les deux billets de vaccination, en haut à gauche du diapo. Donc preuve que les maladies restent toujours un problème pour les généraux. Donc ensuite, faire la guerre, c'est aussi faire face à un quotidien monotone. En effet, contrairement à ce que l'on pense, on ne combat pas tout le temps durant la Grande Guerre, et le plus souvent, les soldats comme mon aïeul sont confrontés à une vie monotone et lassante dans les tranchées, mais également dans les cantonnements et les camps d'entraînement, par exemple à Mailly, à l'été et à l'hiver 1916, où les heures s'écoulent lentes et interminables, selon les mots de Jules Ninet, qui est un petit gars de la classe 17, incorporé dans la même compagnie que mon aïeul, dont j'ai pu récupérer les témoignages. Gaston fait face à des activités rébarbatives qui se répètent quotidiennement, donc tours de garde, instructions, corvées diverses, et travaux de retranchement, bien entendu, alors que les tranchées, comme les cantonnements d'ailleurs, sont aussi pour de nombreux combattants un moment de découverte du temps libre, selon Thierry Hardier. Les poilus peuvent compter sur plusieurs moyens de lutter contre ce quotidien morose. Donc d'abord, il y a bien entendu recevoir du courrier. Évidemment, avec plus de 5 millions de lettres circulant chaque jour, le courrier est un des moyens d'échapper temporairement au quotidien sordide. De même, les colis transmis par les proches permettent d'égayer les journées des soldats, comme Gaston, qui en reçoivent souvent des denrées alimentaires ou utilitaires pour lutter contre le froid ou les pieds de tranchée. Mon aïeul peut d'ailleurs bénéficier de vêtements envoyés par le village de Saint-Florent à l'hiver 1915. Enfin, les fantassins ont un accès à la presse nationale, parfait vecteur du bourrage de crâne, mais surtout à des journaux locaux qui permettent de rester en contact avec l'arrière. Donc j'aimerais développer cette idée, puisque durant mon enquête, j'ai trouvé un journal local, comme vous pouvez le voir à droite du diaporama, nommé Autour du clocher. Et donc je l'ai trouvé à la mairie de Saint-Florent, en fouillant les archives, et auquel avait accès Gaston Brun. C'est un mensuel qui est créé par le curé Vapro du village en août 1915, et il est envoyé à tous les soldats mobilisés du bourg, comme mon aïeul, donnant des nouvelles du pays, que ce soit sur la vie locale, la vie religieuse et agricole, mais aussi et surtout, ce qui est le plus intéressant, des nouvelles de leurs camarades saint-florentais dans une guerre où le manque d'informations est terrible. Le curé a d'ailleurs répertorié leurs adresses régimentaires, comme vous pouvez le voir en bas à droite, où les soldats sont répertoriés par ordre alphabétique, avec leur secteur postal. De même, donc, par le biais de ce journal, il obtient des nouvelles de son petit frère, Armand Brun, bleuet de la classe 17, qui affirme que le métier militaire va bien en avril 1916, à la caserne de Caunes, tout en étant content de recevoir des nouvelles des copains via le journal. De même, je m'arrêterai là pour cette presse qui est très intéressante et on pourra en parler longuement, il reçoit des nouvelles de son cousin Léon Lebrun,
qui intègre l'armée d'Orient en août 1915 et il combat notamment les Bulgares en Albanie et en Serbie, jusqu'à son évacuation pour maladie le 9 décembre 1915 près de Strumica, donc c'est en Serbie. C'est un véritable dépaysement pour ce jeune Solonio qui ne vit pas du tout la même guerre que mon aïeul Gaston dans les tranchées froides et boueuses du front ouest. Donc il y a aussi des loisirs et des distractions diverses pour oublier l'apocalypse, selon les termes de Jean-François Jagielski, donc les parties de cartes, les concerts et même les séances de cinéma qui se démocratisent dans le 89e, permettant à Gaston de sortir temporairement de son quotidien difficile. De même, il peut également regarder, voire participer à des matchs de football, sport qui se développe en France depuis 1916 au contact des Anglais dans la Somme. Et j'ai un exemple, le 13 mai 1917 à Ventelay, donc on est au sud du chemin des Dames, un grand match oppose le régiment de mon aïeul, le 89e, face au 46e, mais ça se termine par une défaite, 2-1 pour mon aïeul. Donc, si on change de sujet ensuite, il ne faut pas non plus oublier les messes et sermons des aumôniers qui structurent le quotidien des soldats dans le cadre d'une croisade contre la barbarie, selon le terme d'Annette Becker. Enfin, il y a la création d'artisanats de tranchées, objets décoratifs ou usuels, comme en témoignent les douilles d'obus et le zippo laissé par Gaston en 1917-1918 que vous voyez sur le diaporama. Donc, en réalité, j'ai 2 douilles d'obus comme ça. Ce sont des douilles de 77 allemands qui ont été gravées, où l'on peut voir notamment marqué Souvenir, N 1918, et une douille est même destinée à son épouse Georgina, peut-être en cadeau de mariage, puisque c'est pour les 1 an de mariage. Et notamment le briquet avec marqué Craon 1914-1917, qui est assez utilitaire, puisque comme vous le savez, dans les tranchées on s'ennuie, donc on fume beaucoup. Voilà. Donc pratiqué par chaque belligérant, c'est une parade à l'ennui et un refuge de l'esprit, cet artisanat de tranchée, puisqu'il agit comme un lieu de mémoire et permet de renouer avec leurs activités d'avant-guerre, selon Pierre Varin. Enfin, il y a les permissions, qui sont les véritables échappatoires éphémères des soldats, selon Emmanuel Cronier, distribués avec parcimonie en août 1915. Il faut attendre précisément surtout les mutineries de 1917 pour qu'elles se démocratisent. Même si les Français sont les mieux lotis, les permissions ne représentent qu'au mieux 60 jours de répit sur 1500 jours de guerre. Gaston n'échappe pas à cette règle, puisque j'ai eu la chance de connaître plusieurs de ces permissions. Une en décembre, comme je vous l'ai évoqué, 1914, après sa blessure. Une à la Toussaint 1915, selon le journal Autour du Clocher, qui publie d'ailleurs des listes de permissionnaires, donc le journal de Saint-Florent. Le 2 novembre 1915, Gaston raconte par exemple « Je suis allé en permission de séjour, j'ai été heureux de me retrouver avec toute ma famille, réunie à cette occasion. Et à Saint-Florent, je me suis trouvé à la messe avec le sergent Maillot. » Et enfin, une permission un peu plus spéciale, à la fin juillet 1917, puisqu'il se marie le 28 avec Georgina Breton, dont j'ai déjà parlé, à Lyon, en Sullias. C'est un choix difficile, ce mariage, Gaston aurait pu mourir à tout moment, soit à l'hiver 1917, où les Allemands multiplient leurs assauts sur son régiment au sud de Corbeny-Juvincourt, donc comme vous pouvez le voir sur la carte rapidement. Donc on est toujours sur le chemin des Dames, donc à l'hiver 1917, mais surtout durant l'année 1918. Et justement, revenons sur les moments forts du régiment de Gaston durant cette dernière année de guerre, assez méconnue et pourtant cruciale. Donc, dans cette 4e sous-partie, revenons plus en profondeur sur cette année 1918, année difficile pour mon aïeul et ses compagnons d'infortune. Gaston passe le début de l'année 18 dans la région parisienne, près de Lagny et de Meaux, avec des doutes plein la tête suite aux désillusions de 1917, qui devait être, je reprends les mots de l'époque, l'année de la victoire. Ayant résisté à l'ouest et vaincu les Russes à l'est, les Allemands sont en position de force sur tous les fronts et se préparent à une vaste offensive qui changera le cours de la guerre. Du côté des soldats français comme Gaston, usés par un conflit qui n'en finit pas et aspirant à la paix, ils doivent tenir, durer, encaisser en attendant les Samises qui arrivent au compte-gouttes depuis le 6 avril 17. Toutefois, selon Michel Goya, l'armée française de 1918, trop souvent délaissée, mérite d'être réhabilitée, se préparant à soutenir d'immenses efforts malgré son état d'usure. Les choses se précisent le 21 mars 1918 lorsque les Allemands déclenchent l'opération Kaiserschlacht à l'ouest. Véritable cataclysme, le front anglais est percé et l'ennemi s'avance vers Paris. Gaston et le 89e d'infanterie sont réveillés en pleine nuit, encore une fois, et montent en vitesse par camion vers la ville de Le Noyon, qui est un verrou stratégique à 100 km de la capitale. Sur la route, des convois de blessés en piteux état et des civils fuyant l'invasion, nouvelle invasion,
semble rappeler les terribles moments d'août 1914 jusqu'au miracle de la Marne. Gaston et ses hommes atteignent le nord de Noyon le soir du 23 mars 1918, qu'ils doivent défendre coûte que coûte, face à la déferlante ennemie. Ils participent à de violents combats vers Maucourt et Baugy, assaillis par un ennemi rapide et invisible, qui capture d'ailleurs une bonne partie de sa compagnie, le 23 mars. Puis ensuite, il y a les combats vers le bois de la Cave et la crête des Usages le 25 mars. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte, donc on est au nord-est de Noyon, où les Français et les Anglais, parce que les troupes sont mélangées finalement, résistent aux assauts allemands difficilement. Donc là, le 25 mars, ils sont sans ravitaillement, sans artillerie et parfois à 1 contre 6. Donc Ninet témoigne d'ailleurs, Jules Ninet, le soldat de la classe 17, témoigne de ce qu'a vécu Gaston, puisqu'il est à proximité. Il raconte « Il faut se baisser, les Boches tirent plus pour protéger les leurs qui s'infiltrent dans le bois. On tire précipitamment, les mitrailleuses du 3e bataillon dans notre dos se mettent de la partie. Les balles portent, on exulte, ils dégringolent, il y en a qui dégringolent, quelle débandade. Autour de moi, c'est l'enfer, l'épouvante. Les Boches arrivent par centaines, par milliers. » Le 89e, débordé, doit finalement se replier dans les rues de Noyon en flammes, comme vous pouvez le voir sur le cliché ici. Donc d'ailleurs une ville de Noyon qui connaît 60% de destruction. Donc il défile dans la soirée du 25 mars. Pourtant, ils sont félicités par le général de la 9e division pour cette défense désespérée. Ensuite, Gaston et les survivants sont envoyés en Alsace entre avril et juin 1918, près de Sépoil-Bas. Donc on est à la frontière suisse. Un secteur plutôt calme par rapport à ce qu'a vécu Gaston depuis le début de la guerre, dans lequel l'action de l'artillerie est quasi inexistante, comme l'explique encore une fois Jules Ninet. Il raconte « Au fond, c'est logique, pour nous, c'est la France, pour les Allemands, c'est l'Allemagne. On tire le moins possible sur sa propre maison. » Là-bas, faute d'effectifs suffisants, le 89e ERI est même renforcé par les coloniaux du 51e bataillon de tirailleurs sénégalais. Donc les choses sérieuses reprennent après ce qu'on appelle la Friedensturm du 15 juillet 1918, cette offensive pour la paix, qui est en réalité le dernier sursaut de l'armée allemande. En effet, Gaston et le 89e entament depuis Reims la poursuite difficile et coûteuse de l'armée ennemie, qui se replie. Donc on a une armée Boche, certes battue, mais loin d'être vaincue, comme vous le verrez, parce que même si la guerre de mouvement reprend et que les Français avancent, largement soutenus par ailleurs par les Américains, les Allemands bataillent pour chaque morceau de terrain cédé. Donc je vais évoquer plusieurs exemples. D'abord, après avoir pâté Reims, mon aïeul combat avec ses hommes et les Sénégalais dans les bois au nord de Vèze, donc on est au nord de Reims, où il reçoit d'ailleurs sa 3e citation. Donc je cite, le 24 juillet 18, au cours d'une reconnaissance difficile, à part son allant entraîner sa demi-section à l'occupation d'un bois tenu par l'ennemi, mais ce que la citation ne dit pas, c'est qu'ils se reprennent à 3 fois pour reprendre ce bois, du moins même la lisière, et devant les nombreuses contre-attaques ennemies qui font payer cher chaque mètre rendu. Ensuite, autre exemple, il y a les premières tentatives de franchissement de la Vesle entre le 4 et 6 août 1918, donc près de Jean-Chéry-sur-Vesle, vous avez une carte sur le diapo, donc à l'ouest de Reims, derrière laquelle les Allemands se sont retranchés et où ils résistent encore. Donc ce sera une catastrophe. Le 4-6 août 1918, 3 tentatives et c'est presque 300 hommes qui sont mis hors de combat. Alors que les unités françaises dépassent rarement 50% de leur effectif. Ensuite, après avoir subi l'Hypérique le 7 août 18, puis côtoyé les Américains en repos près de Ville-en-Tardenois, Gaston participe aux secondes offensives sur la Vesle, près de Jonchery, au même endroit, mais cette fois-ci le 30 septembre 1918. Donc c'est ce qui est représenté sur cette carte avec le parcours approximatif de Gaston. À 5h30, les bataillons franchissent la Vesle, gorgés par les pluies et malgré les 500 mètres de marais, grâce aux passerelles installées par le génie. Puis ils pénètrent dans le bois du Goulot, où les Allemands sont surpris et vite dépassés, comme en témoigne la 4e citation de Gaston, qui participe, je cite, à la capture de nombreux prisonniers au mépris de tout danger. Et au final, c'est presque 300 Allemands qui seront pris par le 89e. Et ensuite, après le bois du Goulot, donc ils passent par la Femme de Noiret, le village de Pévy qui est capturé, et ensuite l'avancée française se poursuit vers le nord-ouest, à travers un paysage ravagé, puisque les Allemands usent de la politique de la terre brûlée. Et René Coulon raconte, là où les Allemands sont passés, c'est lamentable, les Vandales ne laissent rien derrière eux. Gaston et ce qui reste du 89e de ligne atteignent la fameuse Undingstellung, c'est-à-dire la ligne d'Édimbourg, près de Nisy-le-Comte, donc ce qui est représenté par la carte de gauche.
2 assauts sont tentés les 25 et 26 octobre 1918, sans aucun résultat, avec des pertes qui s'accumulent toujours plus, et il faut attendre le début novembre 1918 pour reprendre la progression, une fois les tranchées évacuées par l'ennemi. C'est dans le petit bourg de l'Échelle, dans la boue près de Charleville-Mézières, que Gaston apprend donc l'armistice. Voilà. Donc il y a un personnage manquant dans cette conférence pour le moment. Donc j'ai beaucoup parlé de Gaston, mais voyez que sa grande guerre est largement fournie. Mais qu'en est-il de Marceau-Chattard ? Rappelons que mes 2 aïeux appartiennent à 2 armes différentes, l'infanterie et le génie, et effectuent d'ailleurs chacun un travail de guerre distinct, selon les propos de John Horne. Alors que Gaston reste à la garde des tranchées, Marceau, jeune sapeur, exécute des travaux d'ouvrier spécialisé du champ de bataille, comme je les ai appelés. Donc je vous propose de revenir brièvement sur son parcours de jeune soldat de la classe 1917. Donc comme tous ses homologues qui doivent prendre la relève de leurs aînés, et après s'être représentés devant le fameux conseil de révision de son plein gré, Marceau quitte son foyer giennois à l'âge de 18 ans, conscient des conséquences de la guerre et surtout du devoir qui lui incombe. Il est incorporé le 11 janvier 1916 au 9e régiment du génie, se rendant donc à la caserne d'Angers pour y recevoir son instruction de sapeur mineur. Il y reçoit alors son équipement, comme ce bracelet d'identification de poilu, qui doit servir à l'identifier en cas de mort. Et il est ensuite formé à la guerre moderne en confectionnant par exemple des tranchées d'entraînement dans le Maine, puis est initié aux exercices de pontage dont le génie d'Angers se fait une spécialité. Après des mois de formation et d'attente avec ses nouveaux camarades, comme vous pouvez les voir ici sur cette carte postale qui représente en fait Marceau qui est assis à droite, avec ses nouveaux compagnons dans ce qu'il appelle l'équipe des bras retournés, il se nomme comme ça, donc des équipes de travailleurs, de sapeurs. Donc il rejoint véritablement le front le 8 juin 1917 avec la compagnie 9-1 du 6e génie cette fois-ci, où il connaît son baptême du feu dans le secteur d'Urtebise, près de la fameuse caverne du Dragon. Donc on est sur le chemin des dames, encore une fois, mais à l'opposé du plateau de Craonne. Les combats sont rudes pour ce jeune homme d'à peine 20 ans. Durant cette guerre, Marceau alterne alors entre travaux de terrassement et de construction divers, que ce soit des ouvrages défensifs ou des bâtiments civils, comme des écuries dans le secteur de Baccarat à l'automne 17. Il combat aux côtés de l'infanterie, cependant, par exemple à la bataille de Rouvres en avril 1918, subissant justement la fameuse offensive allemande de mars, la Kaiserschlacht que j'ai évoquée précédemment. Et après son intoxication par gaz suffocant sur l'Ailette, le 14 septembre 1918, lors de l'installation de passerelles pour l'avancée de l'infanterie, il est transporté en ambulance vers l'hôpital de Nogent-sur-Marne, qu'il quitte le 3 novembre 1918, alors que ses compagnons combattent près de Leuze, en Belgique, jusqu'à l'armistice. Et justement, je vous propose de parler dans cette troisième partie du retour difficile des anciens combattants dans leur foyer. Mes 2 aïeux étant toujours complémentaires en termes de sources, j'ai pu appréhender leur vie dans l'après 11 novembre 1918, question indissociable de l'étude du parcours d'un poilu selon Bruno Cabane. 2 parcours, 2 expériences de guerre différentes et donc 2 retours distincts dans leur foyer. Mes 2 parents, comme l'ensemble des survivants, aussi bien marqués sur le plan physique que psychologique, représentent alors, selon Antoine Pro, les souvenirs durables d'un massacre sans précédent dont ils ne parviennent pas à se défaire. Donc je vous propose donc en premier de parler de la démobilisation. Le 11 novembre 1918, officiellement, met fin à plus de 4 années d'une guerre qui a broyé comme jamais les corps et les âmes des belligérants, mais cela ne signifie pas pour autant un retour chez soi immédiat. Avec cette coupure relative entre le conflit et l'après-guerre, s'ouvre alors une phase cruciale de mutation, de tension, d'espoir et de délivrance pour nos soldats des 89e et des 6e génies. Revenons d'abord sur le destin de Gaston Brun, que nous avions laissé près de Charleville-Mézières. Naturellement, après la stupeur immédiate de la cessation des hostilités, les premiers jours qui suivent le 11 novembre, cela suscite une immense joie au sein des troupes, mêlant regain d'animosité contre l'ennemi et sentiment patriotique intense. Après avoir remercié Dieu de l'avoir préservé pendant 52 mois de guerre, Gaston fête la fin du cauchemar avec ses compagnons à l'occasion d'un déjeuner de famille. Annuel, son petit-fils Daniel de Rouet, l'avait interrogé sur son expérience de l'armistice, et alors il m'a transmis son témoignage. Alors les gamins, quand on a su que c'était fini, nom de Dieu, on chantait, on riait, c'était le plus beau jour de notre vie. Puis on a pris une de ces cuites, et c'était pas le moment que les officiers viennent nous emmerder, entre guillemets, selon ses propos.
Pourtant, la principale préoccupation des soldats durant ce long 1919, entre l'armistice et l'application des clauses du traité de Versailles, c'est bien la date de leur démobilisation, dont l'incertitude suscite de nombreuses critiques. Mes deux ancêtres n'échappent pas à cette règle. Tous deux souhaitent rentrer chez eux et désirent impatiemment ce que l'on appelle la Grande Perme, qui est attendue par les soldats depuis la mobilisation, c'est-à-dire depuis 7 ans pour les gars de la classe 1912 comme Gaston, appartenant à la génération ayant passé le plus de temps sous les drapeaux. Celui-ci, pressé de mettre l'uniforme au placard comme ses 5 millions d'homologues, a vite conscience que la démobilisation de l'armée française, qui a opté pour un système régi par l'ancienneté, est une œuvre considérable, longue et chaotique. On demande alors aux soldats déjà éprouvés par les combats et inquiétés par l'avenir, de fournir un ultime effort, patienter avant de retrouver les leurs. Jusqu'en février 1919, Gaston reste sur la ligne de front, donc à 30 km au nord de Charleville-Mézières, où il aide à leur reconstruction. Pire encore, en avril 1919, après avoir cantonné longuement dans la zone sud de Reims, en fournissant des travailleurs, vient la période du réencasernement, qui mine le moral des soldats. Alors que le métier des poilus est en théorie terminé, tous repassent à une routine de temps de paix, enfermés dans une caserne face à une autorité militaire toujours aussi stricte et obligés de reprendre des exercices rébarbatifs de conscrits. Donc on a incompréhension, frustration et colère qui transcendent les vieux briscards comme Gaston. De retour à la caserne du 89e à Paris ou à Sens, cela n'empêche pas par contre les soldats d'immortaliser des moments de camaraderie, comme on peut le voir sur la photographie à gauche, qui représente les soldats du 89e en pleine corvée de patates. Donc on est à la fin avril 1919 et vous trouvez mon aïeul Gaston, une cigarette à la main sur la gauche. Donc lui n'épluche pas les patates, un privilège de l'ancienneté et du grade, sans doute. Certains événements viennent transcender l'ennui quotidien des soldats, attendant impatiemment de voir leur nom sur les listes de démobilisés. Concernant le 89e, Gaston participe par exemple à la remise de la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre, donc le 28 avril 1919 à Paris, ou encore défile sous l'Arc de Triomphe le 14 juillet 1919, lors de la fête de la Victoire. En août 1919 arrive le moment tant attendu et très ritualisé de la démobilisation. Comme tous ses compagnons d'armes, Gaston passe une visite médicale, met à jour ses papiers, puis se voit attribuer ses indemnités qui oscillent aux alentours de 1200 francs pour 52 mois de guerre. Et il reçoit divers dons d'équipement, donc ça va du cascadrian à des caleçons ou des petites cuillères. Des compensations qui sont souvent dérisoires et humiliantes face aux sacrifices encourus. Après quelques dernières vérifications, il peut enfin rentrer dans son village de Saint-Florent le 15 août 1919, date où il est démobilisé. Une fête aura même lieu à la fin novembre 1919 pour fêter la délibération des soldats du village, tout en commémorant les pertes du pays, rituel collectif permettant de partager l'émotion. Concernant le jeune Marceau Chattard, il connaît un destin similaire dans un premier temps, puisqu'il est aussi marqué par l'espoir du retour, comme il en fait part à ses parents dans une lettre du 25 décembre 1918. Donc je cite « Bien chers parents, je ne veux pas laisser passer le nouvel an sans vous envoyer mes meilleurs vœux, en espérant que cette nouvelle année vous ramènera votre petit gars. » En effet, il est remis à la disposition des chemins de fer du PLM, donc le circuit Paris-Lyon-Méditerranée, qui a fort besoin de main-d'œuvre, à partir du 9 avril 1919, et retourne donc travailler dans le Giennois, sur la ligne Bourbonnais, en tant que cantonnier à l'essai, comme nous le montre sa reconstitution de carrière à droite. Même si je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pu étudier en m'appuyant sur les travaux de Clémentine Vidal-Naquet cette période charnière grâce à une intense correspondance amoureuse de 38 lettres échangées entre mai et novembre 1919 par Marceau à celle qu'il appelle sa chère Mémène, c'est son surnom, donc c'est sa future épouse Germaine, une correspondance qui évoque aussi bien la vie sentimentale et leur lien conjugal que leur quotidien de travailleurs et leur vie de famille respective. Enfin, dernière sous-partie, on va parler du retour brutal dans la vie civile. Donc, en apparence, mes deux aïeux, après leur démobilisation respective, parviennent à reprendre une vie normale. Le destin de Marceau en est un excellent exemple, puisqu'après sa démobilisation officielle, il épouse Germaine Loiseau, évoquée précédemment, à Montargis, le 29 novembre 1919, et avec qui il a une fille unique, l'année suivante, nommée Denise, donc, que vous pouvez voir sur les photographies. Germaine devient d'ailleurs garde-barrière le 1er juillet 1920, occupant divers passages à niveau avec son époux.
qui continue d'ailleurs de gravir les échelons du rail. Surnommé le caïd par ses compagnons du rail, il passe du statut de cantonnier en février 1920 à sous-chef de canton, atteignant même au sommet de sa carrière le statut de chef de canton principal sur la ligne bourbonnaise, c'est-à-dire qu'il s'occupe d'un tronçon de la voie. En récompense de son ancienneté, il reçoit d'ailleurs, comme tant d'autres cheminots, plusieurs médailles d'honneur des chemins de fer. Et Marceau et Germaine prennent respectivement leur retraite en 1951 et 1953, où ils s'installent dans le centre de Gien, dans une bâtisse qu'il a construite avec son gendre Marcel Lavaux. Et c'est celle dont je vous ai parlé au début de cette conférence que j'ai pu fouiller. Donc en parallèle de sa carrière au PLM, Marceau intègre la Fédération des chemins de fer de la CGT le 1er septembre 1919, puis rejoint les syndicalistes révolutionnaires de la CGTU, comme le prouve sa carte d'adhérent à droite de la CGTU, donc de 1923. À l'inverse de son frère Louis-Auguste Chattard ou même de Robert, que l'on peut voir sur la photo de famille ici, puisque lui aussi a une famille qui travaille dans le monde du rail. Donc Marceau, lui, ne participe pas à la grande grève des cheminots de mai 1920, qui mobilise une quantité importante d'agents, d'abord militant dans la ville de Gien, où il distribue largement la presse unitaire et où il récupère les cotisations de ses camarades. Marceau rejoint ensuite la section de Montargis, où il réalise les mêmes activités militantes, puisqu'il réside à Solterre depuis février 1932. Donc ça doit être une des deux bâtisses en haut du diapo, où la famille Chattard d'ailleurs pose devant. À Solterre, il est d'ailleurs très proche de l'instituteur de sa fille, et avant d'être définitivement assermenté à Gien le 4 mai 1934, en tant que chef de canton, son expérience syndicale est suspendue par le décret d'Aladier en 1939 et plus largement par la Seconde Guerre mondiale, sans que je sache s'il a fait acte de résistance ou non. Ce qui est certain cependant, c'est qu'il rejoint immédiatement la CGT en octobre 1944, tout en étant membre du PCF en 1949. De son côté, Gaston a 3 filles, Odette, Monique et Solange, que l'on retrouve plus âgées certes sur cette photo de famille, à droite, et retrouve lui sa profession de journalier agricole jusqu'en 1938, date à laquelle il entre en tant qu'ouvrier maçon à la faïencerie de Gien. Tout semble aller pour le mieux, en apparence du moins, car la guerre ne se stoppe pas avec la démobilisation et le traité de Versailles pour nombre de vétérans. En effet, alors que nombre de soldats sont infirmes ou invalides, mes deux aïeux rentrent chez eux la gueule marquée à défaut de la gueule cassée, pour reprendre l'expression du journaliste Thomas Deray. La Grande Guerre a certes broyé les paysages français, mais elle a aussi à jamais traumatisé toute une génération sur le plan psychologique, engendrant alors une série de stress post-traumatiques et autres névroses de guerre, plus ou moins prononcées chez ces combattants, qui errent à mi-chemin entre le souvenir de l'enfer et l'enfer du souvenir, selon la formule de Claude Barrois. Ce n'est pas pour rien que Marceau Chattard répétait souvent au repas de famille, même 50 ans après les faits, « Moi, à 18 ans, j'étais dans les tranchées », montrant aussi un besoin de reconnaissance induit par les souffrances subies. Mais après tout, comment tirer un trait sur ce cauchemar alors qu'en étant chaque jour confronté à des objets, des stimulus sensoriels ou des anciens camarades survivants, les souvenirs de l'enfer refont surface. Quand je dis camarade, je pense notamment à son camarade de tranchée éborgné, Lucien Jamet, qui est blessé le 17 avril 17, ou encore son beau-frère, le beau-frère de Gaston, Lucien Poteau, qui est boiteux puisqu'il a reçu une balle explosive dans la fesse droite, en Argonne. En proie à des cauchemars terribles les nuits, mes deux ancêtres ont choisi le silence face à leur épouvantable passé. Tu sais, le Gaston, il ne parlait presque jamais de la guerre, sauf quand il avait un verre dans le nez, m'a affirmé son petit-fils Daniel Derouet, que l'on retrouve d'ailleurs sur la photo de famille sur les genoux de son grand-père. Ainsi, l'anomie, autrement dit le manque de mots, caractéristique du retour de ces poilus, qui pour la plupart ne parvenaient pas ou ne souhaitaient pas exprimer leur abominable souvenir aux civils. Ce passé combattant déjà au cœur d'une tourmente personnelle peut aussi être source d'incompréhension, si ce n'est de tension avec les proches. Encore une fois, Gaston en est un bon exemple. Il dédaignait qu'on porte par exemple un toast en son nom, refusant d'être considéré comme un héros lors des réunions de famille annuelles. Daniel Derouet, encore une fois, lui-même transmettait ses réticences lorsque l'on parlait de ses exploits guerriers ou de ses 4 citations. Gaston rétorquant souvent sèchement à ses petits-fils « Les vrais héros, ils sont encore là-bas, faites jamais la guerre, les gamins, jamais, jamais ». Une expression claire, évoquant la dureté du deuil auquel il était confronté et faisant directement référence au syndrome du survivant. Gaston n'est pas étranger à cette pensée, ayant perdu certes de nombreux compagnons d'armes,
du 89e, mais surtout 2 membres de sa famille, durant l'offensive Nivelle, l'année 1917 étant très meurtrière pour la famille Brun. D'abord, on a son cousin Eugène Lebrun, mort des suites de ses blessures le 13 mai 1917, donc que l'on voit en photo sur le diapo, à Mont-Notre-Dame, sur le chemin des Dames. Mais surtout, son petit frère Célestin Armand Brun, que j'ai déjà évoqué, lui, âgé de 19 ans, tué à l'ennemi entre les 20 et 24 avril 1917, près de Biré-au-Bac. Il a d'ailleurs sa sépulture, comme vous pouvez le voir, dans la nécropole nationale du même nom. Donc, ce sont 2 noms qui figurent aujourd'hui sur le monument aux morts de Saint-Florent, lieu de mémoire et symbole local du sacrifice. Le traumatisme est certes psychologique, mais il se répercute également dans les gestes du quotidien. La petite fille de Marceau m'a témoigné d'une des habitudes qu'il avait héritées des tranchées. Chez lui, après la guerre, il faisait seul la vaisselle à côté de l'évier, comme dans les tranchées, et refusait que sa femme la fasse à sa place. Mais Marceau restait souvent quand même bon vivant, préférant chanter, comme à la fête des démobilisés de Gien en 1920, ou noyer éventuellement son chagrin dans l'alcool avec ses camarades, plutôt que de ressasser tristement le passé. Par ailleurs, dans une certaine continuité du métier des armes, et comme une manière d'apprivoiser son passé, il multiplie les parties de chasse, qu'elles soient légales ou non, parce qu'il paraîtrait qu'il était un peu braconnier sur les bords. Donc des parties de chasse avec son beau-frère Théophile Bailly, qui est ici en photo, ou bien participe à des concours de tir, comme le 14 juillet 1920 à la Bosserie, où il arrive 11e, comme le prouve cet extrait de l'avenir républicain de Gien. Contrairement à Gaston, qui après la guerre était incapable de reprendre une arme en main, ou de tuer une poule ou un lapin pour nourrir son foyer. Ce changement d'habitude se retrouve aussi dans la recherche constante d'une solitude, une composante importante de la vie des vétérans. Gaston cherchait alors le calme, loin de la vie civile et de l'incompréhension de son foyer, sur un banc en bois au fond de son jardin, ou bien sur le parapet devant la Loire, en Berry, fixant l'horizon. Sombre, taciturne et confronté à l'impossible retour des tranchées, Gaston était ailleurs, plongé dans ses pensées morbides. Mais alors, me direz-vous, comment vivre avec ces traumatismes ? C'est difficile, mais certaines choses permettent de faciliter cela. Il y a la formation d'associations d'anciens combattants, au niveau local, régimentaire ou national, qui se veulent représentatifs de l'intense camaraderie fantasmée qui existait dans les tranchées. Mes 2 aïeux n'échappent pas à la règle, et même si je manque de sources, je peux affirmer que Gaston était membre de l'association de Saint-Florent en 1919, qui est dirigée par son camarade Justin Malliot, que j'ai déjà évoqué, puis à l'amicale des démobilisés de Saint-Grondon, aux alentours de 1929, qu'il quitte au milieu des années 30, après s'être, je reprends l'expression de Daniel Derouet, drôlement engueulé avec un jeune vantard. Quant à Marceau, en plus d'être inscrit à la société de tir de l'école de la Bosserie, il est membre actif de l'association amicale des anciens combattants de Solterre et Cortras. Il est véritable lieu de sociabilité pour les vétérans des alentours, comme le prouve sa carte d'adhérent que vous voyez ici, à l'association de 1933. Comme Gaston, il participe ainsi à des réunions diverses, permettant d'évoquer le statut des vétérans de la Grande Guerre. Par le biais de ces associations de vétérans, tous 2 participent à d'innombrables commémorations, que je ne vais pas évoquer, mais les plus connues étant les cérémonies du 11 novembre, commémorant le sacrifice des 1,5 million de tués, soit 27% des effectifs engagés. Moment de reconnaissance publique et de fraternité retrouvée avec les vieux camarades de tranchée, beaucoup de vétérans s'affirment y aller par devoir, pour le souvenir des absents, pour que le souvenir ne soit jamais oublié. Gaston pouvait alors arborer l'ensemble des décorations, fourragères, croix de guerre, 4 étoiles de bronze, médailles militaires, comme le prouve le diplôme officiel en haut à gauche, qu'il obtient en janvier 27. Tout cela témoignant implicitement, vous voyez, j'y étais. Pour mes aïeux et les autres gardiens de la mémoire, y aller, c'est aussi raffirmer la volonté du plus jamais ça, à une société certes traumatisée, mais qui a trop vite repris une vie normale, selon les vétérans, ayant l'impression d'être laissés de côté, même avec l'octroi de pensions. Donc l'exemple le plus flagrant est sans doute l'institution de la carte du combattant en avril 1930 et de la croix qui l'accompagne, qui doivent transcender l'inégalité devant le feu et qui est accordée à des soldats ayant été blessés ou pouvant attester de leur présence au front d'au moins 3 mois dans une unité combattante. Donc sur le diapo, vous avez l'exemple de la carte du combattant de Gaston, qu'il obtient en 1935, et divers documents, et un document que j'ai récupéré aux archives départementales du Loiret, puisque les soldats constituaient des dossiers pour l'octroi de cette carte.
Et Gaston et Marceau obtiennent donc cette retraite du combattant qui constitue la première véritable pension pour 3 millions de titulaires. Voilà. In fine, sans prétendre à l'exhaustivité, cet essai de micro-histoire n'aspire pas à aller au-delà de ce qu'il peut donner, c'est-à-dire essentiellement une photographie instantanée et révélatrice, cependant, des structures sociales, des pratiques et des représentations de l'époque, au croisement des comportements militaires et civils. Alors que la Grande Guerre disparaît largement des préoccupations mémorielles contemporaines, encore plus depuis le décès des vétérans comme nos aïeux, et surtout du dernier témoin de cette génération du feu, Lazare Ponticelli en 2008, cette étude est l'occasion de réactiver une mémoire collective et locale de la Première Guerre mondiale qui, selon moi, est trop souvent délaissée. Grâce à cette étude micro-historique, on constate que mes deux aïeux, comme auraient pu l'être les vôtres, sont donc les parfaits représentants de cette génération sacrifiée de 1914, malgré la différence flagrante de leur parcours combattant. Par ailleurs, il est indéniable qu'une étude historique et généalogique similaire pourrait être apposée au second conflit mondial, en s'intéressant aux invisibles de cette période. Donc si je reste dans le cadre de ma famille, je pourrais par exemple évoquer le parcours d'un prisonnier en 1940, comme Lucien Gibault que vous voyez ici à droite, ou encore le parcours d'un déporté politique, comme Marcel Lavaux, qui est capturé à Gien le 22 décembre 1942, après avoir volé un pistolet dans un bar rempli d'Allemands. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur ma méthode, sur mes aïeux, ou plus largement, enfin sur autre chose, peu importe. Merci beaucoup.